Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Je sais que parmi toutes mes auditrices, il y en a certaines qui rêvent d'écrire un livre. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous en avez assez, que ce projet reste un doux rêve et vous vous sentez enfin prête à le concrétiser. Si vous aimeriez recevoir des conseils pratiques de la part de quelqu'un comme moi qui a écrit plusieurs best-sellers et qui comprend bien quels sont les défis à surmonter, comme oser croire en soi, comment rester discipliné, comment dépasser le fameux syndrome de l'imposteur, comment organiser ses idées, trouver un éditeur et surtout comment ne pas abandonner. Alors mon séminaire « Comment écrire un best-seller » est exactement ce qu'il vous faut pour se lancer. Je vous invite à me retrouver à Paris le mercredi 16 octobre de 10h30 à 17h dans les locaux de mon éditeur aux éditions Erol sur le boulevard Saint-Germain. Pour en savoir plus, allez sur mon compte Instagram Christine Levicki et vous trouverez le lien avec toutes les informations dans la bio. Vous pouvez aussi visiter mon site internet christinelevicki.com. À très bientôt. Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Des questions, des envies, des recommandations, rejoignez-moi sur mon compte Instagram @ChristineLevicki pour échanger. Et pour conclure cette intro en beauté, je voudrais vous annoncer que les inscriptions pour mon fameux séminaire Wake Up sont ouvertes. Il aura lieu du 21 au 23 juin 2024 à Nantes. Wake Up, c'est le séminaire pour les femmes qui veulent réveiller leur vie et briller. Pour en savoir plus, il vous suffit de visiter mon site christinelevicki.com/wake-up. Bonne écoute! Pour cet épisode, j'ai eu envie de vous proposer quelque chose de différent. Je vous partage aujourd'hui une conversation où les rôles sont inversés et c'est moi qui suis interviewée. Dans cet épisode, je suis en effet l'invitée de Laura Lesueur pour son podcast Legend Ladies, un podcast qui parle de l'ambition au féminin et que je vous recommande vivement de découvrir si vous avez envie d'être boosté et inspiré. Dans cette conversation, avec Laura, nous parlons de comment combiner ses talents et créer son épanouissement, comment suivre sa légende personnelle et comment être ambitieuse tout en préservant son équilibre de vie. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, ici Laura Lesueur et bienvenue sur le podcast des Legend Ladies. Legend Ladies est un podcast sur l'ambition féminine. Je reçois celles qui construisent leur légende personnelle au quotidien. Si on envisage l'ambition comme le fait d'oser, de trouver le courage de s'accomplir et de s'épanouir, si on part du principe que nous pouvons, par nos actions, chacune et chacun créer notre légende personnelle, alors oui, l'ambition peut être noble et belle. Dans ce podcast, j'interroge celles qui font mentir les statistiques. Quand on sait que seul 1/3 des entreprises sont créées par des femmes et que seulement 15% d'entre elles sont présentes au COMEX des entreprises, il y a de quoi s'interroger. Ensemble, nous allons creuser l'envers du décor, au travers des parcours très divers que sont ceux de mes invités. Comment est vécue l'ambition, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, selon les âges, les situations familiales, les contextes sociaux ou culturels? Comment ces femmes ont osé choisir parfois des chemins de traverse pour finalement arriver à vivre leur propre définition de la réussite? Legend Ladies, ce sont d'abord et surtout des femmes qui ont fait des choix libres, des femmes qui ont osé, qui ont tenté l'audace pour se réaliser, des femmes qui ont su tracer leur voie et faire entendre leur voix. Je mets en lumière et partage avec vous ces parcours inspirants, ces choix ambitieux de celles qui construisent leur légende personnelle
au quotidien. Elles sont entrepreneurs, sportives, artistes, mères au foyer, chefs d'entreprise, écrivains ou encore politiques. Ce sont les Legend Ladies. J'espère de tout cœur que chaque épisode vous inspirera et vous donnera envie, pourquoi pas, de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram, Legend Ladies Podcast, ou sur LinkedIn à Laura Le Sueur. Si ce podcast vous plaît, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une belle écoute en espérant que cet épisode vous plaira. Dans cet épisode, je reçois Christine Lewicki. Christine est la troisième d'une fratrie de 5 enfants. Issue d'une famille de parents commerçants, elle vit une enfance heureuse et se rêve clown pour être sur scène et voyager. Débrouillarde et enthousiaste de tout, Christine organise même son premier stage de développement personnel à 14 ans. Mais ce sera finalement dans les ressources humaines qu'elle démarre son parcours professionnel, avant de suivre son mari quelques années plus tard aux États-Unis, alors qu'elle est enceinte de leur premier enfant. Christine y découvre la vie d'expatriée française, la culture américaine, le challenge que cela représente que de tout reprendre de zéro pour trouver un travail qui l'inspire vraiment. Parce que pour Christine, le travail est d'abord un réel moyen d'épanouissement. Et c'est lors de vacances d'été en France que Christine se retrouve à coacher, un peu par hasard, une amie qui prépare un entretien d'embauche. De retour aux États-Unis, alors qu'elle est devenue maman de 3 enfants, elle décide de lancer son activité. En parallèle de ses débuts dans cette nouvelle vie professionnelle, suite à une prise de conscience, Christine se lance un challenge personnel qu'elle décide de partager sur un blog, celui d'arrêter de râler. Le succès est tel que les médias français la contactent de toutes parts. Une maison d'édition lui propose d'en faire un livre qui s'appelle « J'arrête de râler » et qui deviendra un best-seller de développement personnel vendu plus de 300 000 exemplaires et traduit dans de nombreuses langues. Un véritable game changer pour Christine, qui déclinera son livre, en écrira un autre, développera son activité professionnelle de manière exponentielle. Une vraie success story sans phare et sans faux semblant, puisque Christine revendique sa vie normale et nous montre que chacune peut créer la vie dont elle rêve. Nous avons aussi parlé d'équilibre, de gestion des émotions et bien sûr d'ambition. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse en compagnie de mon invitée, Christine Lewicki. Belle écoute. Bonjour Christine. Bonjour Laura. Christine, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast Legend Ladies pour qu'on puisse parler de ton parcours, de tes engagements et puis de ta vision de l'ambition. Donc merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Sachant que pour celles et ceux qui nous écoutent, toi tu es, c'est ce qu'on disait, en Californie où il est 8h du matin quand on enregistre et moi il est 17h. Donc on a un petit décalage, un grand décalage horaire, mais ravie de pouvoir te parler. Vive la technologie. Christine, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter mais en nous disant notamment comment est-ce que tu as grandi? Quel genre d'éducation tu as reçu quand tu étais petite fille? Ok, donc moi j'ai grandi en Normandie avec un héritage familial venant de Belgique du côté de mon père et donc un héritage familial d'immigrants, de personnes qui ont quitté la Belgique pendant la guerre et qui sont donc installées en Normandie et pas mal de cousins, donc les tantes qui étaient agriculteurs. Mes parents sont devenus commerçants. Et donc j'ai été élevée dans une famille nombreuse, nous étions 5 enfants. Et voilà, j'ai eu la chance énorme, vraiment la chance énorme, et je mesure la chance énorme que j'ai eue d'avoir été élevée dans une famille très aimante. Maintenant que j'accompagne et que je suis coach et que j'ai accompagné des centaines et des milliers de personnes, je réalise à quel point ça n'est pas toujours le cas. Donc j'arrête pas et je n'ai pas arrêté de dire merci à mes parents pour tout l'amour qu'ils m'ont donné dans mon enfance. Ouais, c'est des fondations importantes, c'est sûr. Voilà, exactement. Donc voilà, je suis la troisième d'une fratrie de 5. On s'entend toujours très bien aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire sur mon enfance. Quel genre de petite fille tu étais? Est-ce qu'il y avait peut-être un métier que tu avais en tête quand tu étais enfant? Alors à la base, quand j'étais relativement petite, je me disais, j'avais déjà, je ne sais pas comment j'avais fait, mais j'avais déjà compris qu'il fallait, ça pouvait être intéressant de combiner ses talents, de combiner ses centres d'intérêt. C'est rigolo parce que maintenant que je suis devenue coach, c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec mes clients. Et donc je m'étais dit, je vais devenir clown.
Parce que je m'étais dit j'aime bien la gymnastique et j'aime bien la musique. Je faisais de la flûte traversière et je faisais de la gym. Et puis j'aime bien être sur la scène. Et puis j'avais envie de voyager. Donc je m'étais dit voilà, c'est formidable. Je vais pouvoir combiner tous mes talents et devenir clown. Et puis ma maman s'inquiétait un petit peu, me disait tu sais quand même la vie de clown c'est pas très facile. Tu changes toujours de ville et tout ça. Elle m'interrogeait un petit peu, mais bon. Donc à la base je voulais être clown. Et puis après quand j'ai eu 16 ans et qu'on a commencé à s'intéresser à mon orientation professionnelle, bon j'avais un peu mûri et j'avais un peu développé d'autres centres d'intérêt et d'autres talents à l'époque. Ma maman m'a demandé ce que je voulais faire comme étude, qu'est-ce qui m'intéressait. Et très jeune, comme mes parents étaient commerçants, j'ai beaucoup eu des petits jobs. Je vendais les sapins de Noël, je vendais le muguet, j'emballais les fleurs, j'aidais à la caisse. Donc j'ai beaucoup traîné dans les salles de pause, dans les magasins de mes parents. Ils avaient des magasins de bricolage et de fleurs, pépinières et bricolage. Et j'avais déjà à plusieurs reprises entendu le personnel un peu se plaindre et dire le lundi matin vivement vendredi. En arrivant le lundi, comment ça va? Comme un lundi, par exemple. Oui, le fameux comme un lundi, ouais. Voilà, le fameux comme un lundi. Et moi, très très jeune, ça me fendait le cœur. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est triste? Qu'est-ce que c'est triste de commencer le lundi et d'attendre, d'avoir qu'une seule envie, c'est qu'on soit samedi, en fait, pour enfin être bien pour le week-end. Et donc, quand ma maman m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, je lui ai dit, moi, je voudrais aider les gens à être heureux au boulot. Parce que je trouve que c'est vraiment dommage à l'échelle d'une semaine de 7 jours, de subir 5 jours sur 7. Vraiment, c'était triste. Ouais. Voilà, donc à l'époque, on s'est un peu renseigné sur qu'est-ce que ça voulait dire, aider les gens à être heureux au boulot. Et puis, on a identifié que les ressources humaines, en fait, ça pouvait être le bon endroit pour avoir un impact au niveau professionnel. Et donc, j'ai fait des études. J'ai commencé par faire Hippocagne et Cagne, parce qu'il y avait rien après le bac vraiment sur les ressources humaines. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec un magistère. Maintenant, c'est un diplôme qui n'existe plus, mais on peut appeler ça un master. Enfin, c'était un diplôme en 3 ans après un bac plus 2. Donc, un magistère en ressources humaines que j'ai fait à l'université de Lille. D'accord. Alors, avant de justement voir après tes études ce que tu as fait et comment t'es rentrée justement dans la vie active, est-ce qu'il y a un ou plusieurs événements fondateurs durant tes jeunes années qui, selon toi, avec le recul, ont contribué à devenir la femme que t'es aujourd'hui? Oui, il y a un événement particulier. Quand j'avais 14 ans, j'avais été l'été d'avant, j'avais été accompagnée des personnes handicapées à Lourdes dans le cadre du diocèse. J'ai été élevée dans une famille relativement catholique et pratiquante. Et donc j'avais été accompagnée des personnes malades à Lourdes et je m'étais fait plein de copains. On avait une super ambiance, on s'était marré, on était au service dans la journée et on faisait la fête la nuit. Et moi j'avais très très envie de revoir ces amis-là et j'avais pas envie d'attendre l'été d'après pour les revoir. Ça me semblait trop long. Et puis à l'époque on n'avait pas Instagram, les téléphones, on n'avait pas moyen de rester en contact. Il y avait que les lignes fixes, les lignes téléphones fixes ou les adresses postales des gens, mais moi je n'avais pas les adresses des gens. Et donc j'ai voulu organiser un week-end où on allait tous pouvoir se retrouver, un week-end un peu festif, mais du coup comme j'avais pas les fichiers d'adresse et tout ça, fallait que je me mette en lien avec le diocèse et du coup fallait que j'organise un truc un peu consistant, pas juste une grosse boum, une grosse fête. Ils allaient pas me donner toutes les adresses pour faire une beuverie quoi. Donc j'ai organisé un week-end en fait. J'ai organisé un week-end avec des intervenants, avec des temps d'échange, des temps de partage et en fait à 14 ans j'ai organisé mon premier stage de développement personnel. Quand on y pense. D'accord. Et donc j'ai organisé tout ça et comme c'était sérieux et que c'était solide, le diocèse a bien voulu me donner les coordonnées des personnes. Je m'étais même renseignée, j'avais demandé au directeur de mon école si on pouvait utiliser les dortoirs du pensionnat pendant le week-end. Enfin bon, je me suis dépassée, je me suis déployée. Mes parents étaient un peu derrière pour me soutenir, mais c'est moi qui ai posé toutes les actions. Et donc c'est très amusant parce que je pose souvent cette question-là à mes clients. Et notamment j'ai écrit un livre qui s'appelle Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et le premier principe, c'est j'ose être brillant. Et dans ce premier principe, une question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que vous avez fait enfant? Est-ce qu'il y a des moments où enfant, vous vous êtes dépassé, vous vous êtes surpris, vous avez fait quelque chose d'assez incroyable et vous vous êtes dit, waouh, j'ai assuré quand même sur ce coup-là. Ben moi, ce fameux week-end, c'est un de ces moments. C'est un de ces moments où j'ai assuré. Et c'est rigolo, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais, organiser des stages de développement personnel, c'est mon métier. Oui, c'est toujours intéressant de voir avec le recul, effectivement, là où on a, justement, j'aime bien ce terme, là où on a brillé, mais en fait, de manière, comme tu l'illustres, de manière assez naturelle, parce que ce que tu dis me fait penser à ce que tu connais forcément, tu sais, l'ikigai, oui. Pour celles et ceux qui nous écoutent, ce lien entre ce pourquoi on est naturellement doué, ce qu'on aime profondément faire, ce pourquoi aussi on peut gagner de l'argent, et quelque part ce dont le monde a besoin.
Et en fait, quand on fait cet exercice, c'est vrai qu'on se replonge souvent dans enfant, qu'est-ce qui nous donnait de l'énergie, qu'est-ce qu'on aimait faire, et ça me fait penser à ça, ce que tu racontes. C'est vrai que ça rejoint l'enfant intérieur qu'on a été, et je crois qu'on continue tous en fait à être, et ça permet de mettre le doigt sur des choses qui nous ressemblent en fait. Voilà, tout à fait. Hyper intéressant. Alors, on en revient justement à ton entrée après tes études dont tu nous parlais, ton entrée dans la vie active. Comment ça se passe? Par quoi tu commences? Et puis, quelles ont été les étapes un peu marquantes de ta carrière? Alors moi, quand j'ai fini mes études, j'ai fait beaucoup de stages. En fait, j'ai fait un stage en 2e année d'études qui s'est prolongé en job en 3e année d'études. En fait, donc quand je faisais ma 3e année d'études, je travaillais en même temps déjà. Je travaillais chez Lutti, chez les bonbons Lutti dans le Nord. Et puis après, en stage de fin d'études, j'ai trouvé un emploi immédiatement. Donc au lieu de faire mon stage de fin d'études, j'étais en CDI. Et donc j'ai démarré dans le groupe Suez Lyonnais des Eaux, dans la branche bâtiment, en région parisienne. Donc mon premier job, donc j'ai été dans les ressources humaines. Mon premier job, c'était pour une entreprise qui avait des stations d'épuration. Et puis ensuite, j'ai basculé dans une autre branche qui était vraiment la construction, le bâtiment sur Paris. Donc voilà, j'ai démarré comme ça dans les ressources humaines. Et puis ensuite, mon poste suivant, c'était à la Fnac de Strasbourg. J'étais responsable du personnel de la Fnac de Strasbourg. D'accord. Donc voilà, j'ai démarré ma carrière dans les ressources humaines et j'avais toujours cette envie de voyager, cette envie de partir, cette envie d'aller voir un petit peu mon envie d'enfance qui voulait être clown et qui voulait voyager. Cette partie-là était encore là. Ouais. Et donc j'ai signalé à la Fnac que j'avais envie d'être envoyée à l'étranger, que j'avais envie d'être expatriée. Ils m'ont dit oui, bien sûr, on va t'envoyer à l'étranger, mais il faut que tu sois un petit peu patiente. T'es quand même relativement récente dans l'entreprise, donc patiente un petit peu, on va t'envoyer. Sauf que entre-temps, mon mari a eu une proposition pour partir aux États-Unis. D'accord. Et donc on est parti en fait 6 mois plus tard. Waouh, génial. Ouais, donc c'était une super opportunité. T'as pas hésité finalement à partir de la Fnac et à le suivre. Tu t'es dit voilà, ça correspond à mon envie de voyage. C'était simple pour toi comme décision? Alors non, c'était complètement de la folie parce que j'étais enceinte. Ah ouais, d'accord. Voilà, j'étais enceinte de mon premier enfant. En gros, le même jour, on a dit à notre famille, on attend un enfant et on part vivre à 10 000 km. Ah oui, ok. Et voilà, donc non, c'était pas du tout une décision simple, ouais. Mais c'était une décision où j'ai écouté, d'ailleurs c'est marrant, je réalise maintenant en te parlant que c'est aussi un de mes enseignements phares aujourd'hui dans mon coaching, c'est que j'ai écouté ce qui résonnait plutôt que d'écouter ce qui était raisonnable. Ah, et donc c'est vrai que d'un point de vue raisonnable, j'avais un CDI à la Fnac, j'avais un potentiel de développement professionnel où clairement j'avais été identifiée comme quelqu'un qui était à fort potentiel. Ils allaient me faire évoluer. J'avais mes beaux-parents qui habitaient dans la même ville que moi. J'attendais mon premier enfant. Il y avait une multitude de raisons de ne pas partir. Et de rester. Et en fait, j'ai pas beaucoup réfléchi. On est parti. Ouais. On est parti et on pensait rester 2 ans et ça fait maintenant plus de 20 ans. Waouh. Et alors, comment se passe, justement, t'arrives enceinte du coup aux États-Unis. Comment se passe quand même l'acculturation? Est-ce que toi, du coup, t'es en congé maternité? Enfin, j'imagine que c'est forcément aussi différent aux États-Unis. Comment ça se passe, la naissance de ton premier enfant? Et puis, qu'est-ce que tu fais justement après professionnellement? Oui, alors ce qui est rigolo, c'est que quand on part comme ça, on perd aussi tous les droits acquis, on perd la sécurité sociale et tout ça. C'est Donc, sûr. il a fallu la première chose qu'il a fallu faire, c'était trouver une assurance. Quand je suis partie, je savais pas où j'accouchais, j'avais pas de médecin, j'avais rien du tout. J'étais enceinte de 5 mois. Donc voilà, au début, il a fallu trouver tout ça, trouver un logement, trouver un médecin, trouver tout mettre en place. Il y a aussi tous les sauts à faire et les challenges à traverser au niveau de l'immigration. Donc mon mari avait un visa par le biais de son travail et moi j'avais un visa d'épouse, donc je n'avais pas le droit de travailler. Ah oui. Ce qui veut dire que j'ai accueilli mon premier enfant et ensuite je suis tombée enceinte d'un deuxième enfant et du coup je me suis retrouvée maman à temps plein, ce qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu initialement. Moi j'avais prévu, j'étais une femme très ambitieuse, j'avais prévu de monter les échelons de l'entreprise, d'arriver au top, parce que j'avais déjà identifié que dans les ressources humaines
si on veut avoir de l'impact, j'avais déjà identifié que les ressources humaines, ça pouvait être un métier très très administratif, avec beaucoup de papiers et pas beaucoup d'humains en fait. Et moi, je voulais être au top. Je me suis dit, si je suis tout en haut, ben là, je pourrais vraiment avoir de l'impact sur les humains. Oui. Donc j'étais sur une voie où je pensais que j'allais avoir mes enfants et très rapidement les mettre à garder, pour retourner travailler, pour gravir les échelons d'entreprise. Et en fait, tout a été mis à plat. Je pouvais pas travailler. Donc, j'étais maman à temps plein. Et en même temps, à un moment donné, mes ambitions ont commencé à reprendre le dessus. Puis surtout, moi, j'ai toujours été passionnée par le travail. J'ai l'intime conviction que le travail est un terrain de jeu pour s'épanouir. Je sais que ça peut aussi être un terrain de souffrance pour certains. Enfin, voilà, c'est aussi possible qu'il y ait des difficultés, des choses difficiles et que c'est pas simple. D'ailleurs, on n'a pas vraiment parlé de tout ça, mais j'ai écrit le livre J'arrête de râler. Oui, on va en parler. Et on râle beaucoup au boulot, parce que rien que le fait d'avoir un boulot, ça nous donne plein de bonnes raisons de râler. Ouais. Et en même temps, j'ai l'intime conviction que le travail est un formidable terrain de jeu pour s'épanouir. Donc voilà, quand mes enfants ont commencé à avoir 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à avoir la bougeotte. J'avais envie de travailler, j'avais envie de m'exprimer à travers le travail. Et donc, dans un premier temps, j'ai monté une petite entreprise où je vendais des vêtements français que j'achetais dans les foires à tout en France. Des petits vêtements Jacadi, petits bateaux et tout ça. Ma petite société s'appelait Baby French Style. Ouais. Et je les vendais dans les groupes de Mommy and Me aux États-Unis, dans les petits groupes de mamans. D'accord. Qui se retrouvaient avec leurs enfants. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai repris une activité professionnelle. Je sais pas si je développe complètement, c'est ça qui est intéressant pour le podcast. C'est le premier pas dans l'entrepreneuriat finalement pour toi, cette entreprise que tu démarres. Voilà. Donc, premier pas dans l'entrepreneuriat, et en fait, l'entreprise marche très bien. D'accord. Ce qui veut dire que je vais à des rencontres maman-bébé, et j'ai mes portants avec mes vêtements, et tout part. Je vends tout comme des petits pains. Je me fais une marge extraordinaire par rapport au prix où j'ai acheté les vêtements. Et ça marche super bien. Et là, j'arrive très vite avec un problème de stock, c'est-à-dire que j'ai pas assez de vêtements qui arrivent, donc je peux plus faire de vente parce que j'ai plus assez de vêtements à vendre. Et donc je me dis, ah là là, faut que je mette en place un système de logistique pour que les mamans m'envoient les vêtements, les colis, enfin parce que moi je peux pas à chaque fois rentrer en France, et puis les foires à tout c'est que en été, donc faut que je trouve un système pour qu'on m'envoie les colis. Et là je commence à réfléchir à tout ça, et puis je me dis, mais en fait moi j'ai pas envie de gérer des stocks. Ouais. Moi c'est pas mon truc de gérer des stocks. En fait, c'était rigolo de développer ça parce que ça me permettait de le faire avec mes enfants en bas âge. En plus, le meilleur moyen de faire mon marketing, c'était d'habiller mes enfants super mignons et de les emmener au parc. Et c'est là où je récoltais mes clients. Donc, ça marchait pour mon mode de vie. Ça marchait pour plein de raisons. Mais en fait, là, je me suis dit, mais moi, vendre des fringues, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est l'humain. Et là, je suis revenue sur, moi, ce que je veux, c'est aider les gens à être heureux au boulot. Ouais. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc, monter cette usine à gaz, enfin, pour moi, ça ressemblait à une usine à gaz parce que c'était pas ma passion de gérer un système de logistique de fringues. Oui, c'est ça. Alors que c'était en train de devenir, de par le succès, finalement, une entreprise où t'aurais dû gérer beaucoup de logistique, finalement. Donc, ce qui n'était pas comme tu dis, ton ambition, et c'est pas là où t'allais pleinement t'épanouir, très clairement. Voilà, et le commerce de fringues, c'était pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais travailler sur l'humain. Et donc, à quoi tu penses? Est-ce que tu montes une entreprise, justement, qui permet de recouper sur l'humain? Est-ce que c'est là où tu arrives, justement, au coaching? Comment se passe la suite? Voilà. Alors là, donc je me suis dit, donc je ne savais pas que le coaching existait à l'époque. Oui. J'avais jamais entendu parler du coaching. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je suis un peu paumée, et peut-être que certaines des auditrices qui nous écoutent se reconnaissent là-dedans, dans ce côté où on sait qu'on n'est pas au bon endroit, on sait qu'on a envie de trouver autre chose, mais on voit pas, on sait pas. Et je me souviens très bien, j'étais perdue, je savais pas ce que je pouvais faire. Alors je me suis dit, je vais peut-être retourner dans les ressources humaines. Peut-être que je peux me former. Donc à ce moment-là, j'ai passé un certificat pour comprendre le droit du travail américain, pour pouvoir me mettre un peu au goût du jour au niveau juridique, au niveau des réglementations. Alors faut savoir que quand on connaît le droit du travail français, c'est très très facile d'apprendre le droit du travail américain parce que c'est beaucoup moins compliqué. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Et donc j'ai fait un certificat à l'université en cours du soir pour m'adapter. C'était juste 3-4 mois, je sais plus, c'était pas très compliqué. Et puis je me suis dit, je vais peut-être retourner dans les ressources humaines. Et là, je me retrouve avec un problème, c'est que je me dis, mais j'avais toujours cette idée que pour avoir un impact aux ressources humaines, il faut être au top, il faut être en haut, il faut être DRH, il faut avoir le pouvoir, le bon pouvoir pour pouvoir avoir un impact. Et là, je me suis dit, là, ma petite, tu es aux États-Unis.
Et si tu veux être au top, il va falloir que tu bosses comme une tarée et tu vas avoir que 2 semaines de vacances. Ouais. Et là, je me suis dit, mais avec deux, donc à l'époque, j'avais 2 enfants. Après, j'en ai eu un 3e. Et surtout, en vivant à 10 000 kilomètres des gens que j'aime le plus au monde, ça me semblait complètement inconcevable de pas pouvoir rentrer voir les gens que j'aime et que mes enfants ne puissent pas voir leurs cousins. Et vraiment, je me suis dit, moi, j'ai pas choisi de me couper de ma famille, en fait. Ouais. Et là, retourner dans les ressources humaines, ça voulait dire me couper de ma famille parce que j'allais plus avoir les vacances nécessaires pour pouvoir voyager. Et aussi, j'allais aussi me couper de ma famille directe, de mes enfants et de mon mari, parce que j'allais devoir les mettre à garder toute la journée. Et donc là, je me suis dit, j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup plus de flexibilité au niveau de mon temps de travail. J'ai vraiment besoin de pouvoir voyager, de pouvoir être maître de quand je veux travailler et de quand je veux pas travailler. Ouais. Donc c'était devenu, je voulais aider les gens à être heureux au boulot, je voulais travailler sur l'humain et je voulais avoir une flexibilité en termes de mes horaires et de mon temps de travail et de mes déplacements. D'accord. Et donc là, toujours, je ne connaissais pas le coaching. Je n'avais pas entendu parler du coaching. Et donc, j'étais perdue et je ne savais pas. Alors, j'étais pas non plus forcément... Enfin, c'était un peu difficile parce qu'à l'époque, il y a eu la crise des dot-com. Mon mari avait perdu son boulot. On ramait vraiment financièrement. À plusieurs reprises, on s'est demandé si on arriverait à payer le loyer. Ouais. À plusieurs reprises, on s'est demandé si on allait vendre la voiture. Il faut savoir que quand à Los Angeles, on se pose la question de vendre la voiture, c'est que vraiment, on n'a plus d'argent. C'est clair, ouais, bien sûr. Donc voilà, voilà, un peu perdu. Et je me souviens qu'à ce moment-là, et ça peut être intéressant, et c'est aussi un de mes enseignements et quelque chose que je transmets dans le livre Wake Up. À ce moment-là, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était que j'ai choisi de rester curieuse. Et ce qui veut dire que le matin, en fait, quelque part, il y a une part de moi, j'étais confiante et curieuse. Il y a une part de moi qui savait qu'il y avait un métier parfait pour moi. Je savais que j'allais trouver un métier qui allait convenir, même si j'avais aucune idée de quel était ce métier. Donc j'avais confiance. Ouais. J'avais confiance qu'il y avait un métier parfait pour moi. Donc tu restais en éveil, tu restais en alerte par rapport à... Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'étais en alerte et là je me disais, il y a quelque chose. Et donc du coup, le matin, je me levais et je me souviens que je me disais, Christine, je me demande ce que cette journée va t'apporter comme élément d'information pour te rapprocher de ce métier qui t'attend. Ouais, c'est une posture intéressante parce que je pense que tu vois les choses autrement et que forcément, tu as dû capter des opportunités bien plus facilement quelque part que si tu étais dans une sorte de résignation ou bien si tu étais même le nez dans le guidon. Donc, alors comment justement l'opportunité du coaching, comment tu l'as découverte? À quel moment c'est venu? Alors en fait, je suis rentrée en France un été. Ouais. J'étais en vacances avec mon frère et ma belle-sœur. Et ma belle-sœur allait avoir un entretien d'embauche après les vacances. Et c'était un entretien pour... elle aussi, elle travaille dans l'environnement et elle était dans un poste d'assistante avec un supérieur hiérarchique qui était très très difficile avec elle. Et là, elle avait l'opportunité d'appliquer pour une énorme promotion dans une entreprise, dans une organisation sur l'environnement qui la passionnait. Et c'était une extraordinaire opportunité pour elle. Ça, c'était après les vacances. Et pendant les vacances, elle était complètement stressée et elle était complètement en train de dire, alors d'un côté, il y a une minute, elle disait, je vais être géniale pour ce poste, ça va être extraordinaire. Et la minute d'après, elle se disait, mais ils voudront jamais de moi, c'est un milieu de mecs, je serai la seule nana, ils ont tous 50 ans, moi j'en ai 25, et donc elle oscillait entre, je vais être géniale et je vais me faire envoyer bouler. Et c'était toute la journée comme ça. Et moi, je commençais à fatiguer un petit peu, à me dire, bon, c'est bon, quoi, je suis en vacances. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aider. Et comme j'avais un historique dans les ressources humaines et que j'avais fait beaucoup de recrutement, je lui ai dit, écoute, on va s'asseoir et je vais t'aider à préparer cet entretien. Comme ça, au lieu de osciller de gauche à droite, on va vraiment se donner les moyens que tu réussisses cet entretien. Et donc, je l'ai aidée pendant ses vacances à préparer cet entretien. Et après les vacances, elle a eu l'entretien et elle a eu le job. Ok, donc en fait, tu l'as coachée de manière empirique. Exactement. Okay. Et donc, juste avant de reprendre l'avion pour les États-Unis, on s'est retrouvés chez mes parents avec ma belle-sœur, qui était tellement heureuse et qui là me remerciait, qui avait ramené du champagne et qui me remerciait et qui me dit, Christine, sans toi, je n'aurais jamais décroché ce poste. Et elle m'a dit, tu devrais devenir coach. Et là, en fait, c'est rigolo parce que je ne savais pas ce que c'était que le coaching, mais vu ce qu'elle m'expliquait et qu'elle nommait que je devais devenir coach, je comprenais ce que c'était que le coaching. Oui.
Et je me suis dit, en fait, ce qu'elle me dit, ce qui s'est passé, c'est que tu ne m'as pas dit ce que je devais répondre, tu m'as aidé à me connaître. Ouais. Tu m'as aidé à savoir quelles étaient mes forces, et comme j'étais hyper claire sur quelles étaient mes forces, j'ai pu répondre à toutes les questions qu'ils m'ont posées. Il y avait 0 question piège. J'étais très très claire sur quelles étaient mes forces pour ce job. Ouais. Et donc là, elle me dit, tu devrais devenir coach. Et là, littéralement, alors que j'avais toujours pas vraiment de connaissance de quel était ce métier, mais en fait, mon corps, là, s'est mis à complètement... J'ai eu une énorme chair de poule et j'ai senti un courant électrique à travers tout mon corps. Dans le salon, avec ma coupe de champagne à la main, au moment où ma belle-sœur me dit ça. Et donc, le soir même, je google coaching. Et là, je tombe sur le site de la Fédération internationale de coaching et je découvre cet univers. On est en quelle année à peu près, Christine ? Alors là, on est en 2005. D'accord. Ah, voilà. C'est intéressant de se rendre compte aussi que tu l'as ressenti pas juste dans ta tête, mais vraiment de manière physique. Voilà. Ouais. Le corps nous parle aussi, hein. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, et merci de pointer ça du doigt, parce qu'aujourd'hui, j'ai développé tout un nouveau programme qui s'appelle La Voix d'Athéna, et dans lequel on travaille énormément le retour au corps et le retour au ressenti du corps, avec vraiment cette idée que notre corps est un GPS intérieur. Notre corps nous indique la direction, en fait. Mais le problème, c'est que la grande majorité des personnes que je rencontre, des hommes et des femmes, mais là, en l'occurrence, ce programme s'adresse aux femmes, la grande majorité des femmes que je rencontre vivent à quelques centimètres de leur corps. Parce que c'est compliqué d'être dans le corps d'une femme, parce que le corps de la femme a été objectifié, parce qu'on a tellement d'injonctions sur notre corps que c'est trop compliqué d'être dans notre corps. À chaque fois, on a l'impression d'être trop ou pas assez. Et donc, on se réfugie dans nos têtes et on se réfugie à s'occuper des autres. Et du coup, on n'écoute plus la guidance intérieure de notre corps. Ouais, totalement. Et je te rejoins parfaitement, surtout dans nos sociétés occidentales où en fait, on a tendance quand même à décorréler beaucoup le cerveau du deuxième cerveau qui est le ventre ou même le corps de manière plus générale. Et du coup, on éteint ces signaux qui parfois on a des signaux faibles, mais on n'est plus habitué en fait à les écouter parce que c'est aussi culturel. Ouais. Complètement. Voilà, exactement. Ok, donc tu googles coaching et comment est-ce que tu lances ton activité de coach aux États-Unis après ça ? Alors, je google coaching, je déclare que je vais devenir coach. Ça aussi, c'est rigolo parce que dans mon livre Wake Up, encore une fois, donc c'est 4 principes fondamentaux. Le troisième, c'est je crée ma réalité avec mes mots. Ouais. Et là, je parle notamment du pouvoir de la déclaration. La déclaration, c'est de dire publiquement à d'autres ce qu'on va faire. Et donc là, je déclare, je vais devenir coach. Le lendemain, le dimanche matin, le dimanche midi, on a bu le champagne le samedi soir. Le dimanche midi, je déclare à ma famille, alors que je prends l'avion le lundi matin, que je vais devenir coach. J'ai trouvé ma voie, c'est décidé. Je rentre chez moi, je prépare la rentrée en CP de mon aîné. Je crois que c'était mon aîné ou ma deuxième, je sais plus. Bref, je prépare. Ça devait être ma première. Oui, c'était mon aîné. Je prépare la rentrée en CP. Et là, je démarre la rentrée des classes et je retrouve une maman que je connaissais déjà, que j'avais rencontrée en maternelle, une femme allemande. On avait toujours connecté, mais on avait toujours parlé que de nos enfants. On s'était jamais parlé vraiment de nous. Et là, elle me dit, t'as passé un bel été? Je lui dis oui, et je vais devenir coach. Et elle me dit, mais je suis coach, si tu veux, je peux devenir ton mentor. Wow, moi, je trouve ça incroyable. Je me dis, mais c'est formidable. Elle me donne rendez-vous mardi dans 15 jours. Et voilà, j'ai trouvé un mentor. Wow, je trouve ça génial, dingue. Juste dans ce que tu dis par rapport, et je renvoie effectivement celles et ceux qui nous écoutent à ton livre, enfin t'en as écrit 2, donc on va en reparler, mais le fait de déclarer ses intentions ou même ses rêves, ses envies, mais forcément, parfois tu sais, on est un peu réticent pour plein de raisons différentes, on a peur d'être ridicule ou bien on n'ose pas forcément même s'engager aux yeux des autres, mais justement ça permet de recouper des potentielles opportunités qui se seraient jamais présentées ou des synergies si on n'en avait pas parlé tout simplement. Exactement. Ouais. Moi, c'est un message que je transmets beaucoup dans J'arrête de râler. Je dis, on a une capacité formidable à exprimer nos ressentiments, à exprimer nos jugements, à exprimer nos accusations à travers nos râleries. Hein. On a une capacité formidable à formuler tout ça. Et quand on arrête de râler, en fait, on se retrouve avec des grands vides, des grands blancs. On se dit, de quoi je parle maintenant? Littéralement, on se demande de quoi on parle maintenant si on parle plus de tout ça. Du coup, ça libère un espace énorme pour se mettre à parler de nos besoins, de nos envies, de nos rêves, de nos projets, de ce qui va bien. Et en effet, ça nourrit quelque chose de complètement différent dans notre vie. Ça met le zoom, ça met en lumière plein d'autres choses. Et en fait, ça crée énormément de possibles dans notre vie. Il y a beaucoup de possibles qui s'ouvrent à nous. Ouais.
Et alors, comment se passe le moment où tu vas trouver tes premiers clients, la mentor dont tu parlais Alors, je veux juste raconter une petite anecdote rigolote avec cette mentor. Donc, cette mentor me dit, voilà, je vais devenir ta mentor. Donc, je la retrouve 15 jours plus tard. Je suis toute excitée. Ça y est, j'ai une mentor. Je trouve ça super classe. Sauf que là, ce jour-là, elle m'annonce que ça va coûter de l'argent, que c'est payant d'être... Ah oui, on est aux États-Unis. Hein. Et donc là, elle me dit, c'est 2000 €. Et moi, enfin, $2000. Et moi, je lui dis, mais je peux pas, souvenez-vous, j'ai pas d'argent, on devait presque vendre la voiture, je me vois pas, ça fait plusieurs années que je travaille pas, alors que moi j'étais une femme, quand mon mari m'a épousée, j'étais une femme qui allait rapporter des revenus, j'étais en train de monter les échelons de l'entreprise. Et donc là, j'ai une culpabilité énorme, je peux pas demander à mon mari de dépenser $2000, pour que j'ai mon mentor, ça me semble pas possible, en fait. Et donc j'explique à cette femme que j'ai pas l'argent. Et puis elle me dit, est-ce que c'est vrai? Et moi, là, je trouve ça extrêmement culotté parce que, en plus, en étant française, on est bien d'accord que quand quelqu'un nous dit qu'il a pas d'argent, la réponse normale, c'est de dire, ah, bah oui, t'as raison, c'est vrai que c'est compliqué avec tous les impôts, avec tous ces trucs. Et puis, on a un peu cette solidarité on dit souvent, on aime bien être solidaire dans la misère. D'accord? C'est vrai. Voilà, Et donc là, quand elle me dit, est-ce que c'est vrai que t'as pas d'argent? Je dis, mais ça se fait pas, on pose pas ce genre de questions aux gens là. Et puis là, je me pose quand même la question et je dis, j'ai pas d'argent sur le compte courant. Ça, c'est sûr que j'ai pas d'argent sur mon compte courant. Mais j'ai un compte d'épargne que j'ai développé, qui est encore dans ma petite banque en Normandie, dans lequel j'ai mis des petits billets que mes grands-parents m'ont donnés pendant quelques années, puis que mes parents ont alimenté un petit peu par-ci par-là, mais pas grand-chose. Et donc, je me dis, j'ai un compte d'épargne. Et donc là, j'envoie un email ou je sais plus comment, j'essaie de savoir quelle somme il y a sur ce compte d'épargne que j'ai pas regardé depuis plusieurs années. Et comme par hasard, il y a exactement la bonne somme. Ah oui, exactement. D'accord. Voilà. Okay, donc finalement, je décide d'investir cette somme. Ouais. Et c'est pas rien, hein, ce moment où on investit, où on n'a pas d'argent, où on culpabilise de pas avoir assez d'argent, où on écoute ce qui résonne. Et puis là, non seulement on l'écoute, mais on va y mettre de l'argent. On va mettre de l'argent dans ce qui résonne. C'est une grande étape, je trouve, dans le... C'est sûr, bien sûr. Oui, c'est un engagement pas que financier, c'est même psychologiquement, clairement, c'est une signification, c'est certain. C'est un peu un saut dans le vide. Et puis, Et alors, est-ce que ce mentorat, justement, t'a vraiment aidé? Ça a répondu à tes attentes? Ça t'a appris des choses? Ça t'a permis de trouver des premiers clients? Voilà, donc là, ça a été son approche à elle. Elle m'a dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu trouves des clients le plus rapidement possible. Et elle m'a mentorée en termes elle m'a transmis des compétences de coach, des outils, des compétences. Elle m'a formée. Après, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup de compétences qui étaient déjà relativement innées par rapport à ma nature. J'avais aussi fait une maîtrise de sociologie en double diplôme, donc j'avais quand même j'avais pris des cours de psychologie sociale, donc j'avais quand même pas mal de connaissanmes. Et donc elle m'a dit, écoute, tu vas décrocher des clients, et elle m'avait transmis ses compétences. J'ai commencé à avoir des clients, et après les sessions de coaching, je l'appelais à chaque fois en fait, et elle me supervisait en fait. D'accord, ok. Et je lui expliquais ce qui se passait, et elle me guidait. Donc j'ai commencé à décrocher des clients assez rapidement. Alors je dis ça, j'ai décroché des clients assez rapidement, c'était pas si simple que ça, et j'étais pas très bien payée. Hein. Je les vendais pas très cher, mes sessions de coaching. Au début, forcément. Voilà. Et puis, alors je sais pas si on veut développer un petit peu le côté business de ça. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'au bout d'un an, il s'est passé deux choses. Au bout d'un an, je suis tombée enceinte de ma troisième fille, et là, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, voilà, mon business je commence à un peu repérer mes repères. J'ai commencé à me lancer. Et j'avais très très peur que tout s'arrête, et j'avais très très peur de revenir où j'étais avant, où il se passait pas grand chose, où j'étais un peu perdue et tout. Et là, il se passait enfin des choses, quoi. Il y avait du mouvement, il y avait de la passion, il y avait de l'intérêt, même si c'était difficile et que je gagnais à peine 500 € par mois. Je sentais qu'il y avait un certain momentum qui était en train de se mettre en place. Et avec la grossesse de ma troisième, j'avais quand même 2 enfants en bas âge, j'avais peur que tout s'écroule. Bah oui. Et donc là, j'ai quand même décidé de rentrer dans une école pour obtenir
une certification de coach. D'accord. J'ai décidé ça déjà parce que je me suis rendu compte que donc toute ma clientèle était américaine, mais je commençais à tâter un peu le terrain au niveau de la France. Et je remarquais qu'en France, c'était vraiment très important d'avoir un diplôme, d'avoir une formation pour les Français. Le Français est par nature très sceptique de base. Il doute beaucoup. Il va tout de suite se dire, oh là là, c'est louche, c'est qui celle-là? Est-ce qu'elle est qualifiée? Est-ce qu'elle est formée? Est-ce qu'elle est ceci? Est-ce qu'elle est cela? Tandis que l'Américain va plus facilement faire confiance. Il fait confiance une fois, par contre pas deux fois, l'Américain. Oui, totalement. Mais c'est intéressant culturellement ce que tu dis. Je me permets juste de rebondir parce que ça change quand même l'état d'esprit. C'est-à-dire que l'Américain, il te donne sa confiance de facto, mais par contre, faut clairement faire tes preuves. Alors que le Français, il a un scepticisme de base, et même par rapport à ce que tu disais, moi je l'observe. Je sais pas si t'as le même ressenti. C'est en train de bouger, mais lentement par rapport au développement personnel. En France, il y a cette tendance très étrange d'associer le cynisme à la pertinence, tu vois. Comme si pour être pertinent, crédible, il fallait avoir une dose de cynisme ou bien de scepticisme. Oui, tout à fait. En France, on aime, d'ailleurs j'en parle dans J'arrête de râler, c'est une question que je pose souvent. En France, on s'affirme en étant contre. Ouais, c'est vrai, exactement. Tandis qu'aux États-Unis, on va plus s'affirmer en étant pour. Ouais, très juste, complètement. Voilà. Donc tu fais cette certification. Voilà, donc je fais cette certification qui me permet aussi de faire avancer les choses dans mon activité de manière un peu plus passive quelque part, parce que c'est pas passif parce que je dois suivre des cours et tout ça, mais j'ai moins besoin d'aller faire du réseau, du net. Je suis plus vraiment, je lève un peu le pied dans le fait de développer mon chiffre d'affaires. Je me dis pendant cette grossesse et pendant que j'ai ma toute petite bébé au sein, je vais obtenir la certification et ça va être une autre manière de faire avancer les choses. Et si le business se développe un peu moins bien, c'est pas grave. De toutes les façons, avec un bébé, c'est compliqué d'avoir des sessions de coaching. Donc voilà. Et puis ensuite, je repars sur le terrain et je développe mon activité 100% en anglais, 100% avec un site internet en anglais, des offres en anglais. Et alors là, il y a aussi un moment important où donc mon business se développe un peu, j'arrive à gagner 1000, 2000 euros par mois, même pas, je crois, 1500. Je me développe un peu. Et là, je vais à des réunions de réseau, je commence à rencontrer, il y a des intervenants, il y a des conférenciers, et je suis invitée à un événement qui est fait pour les conférenciers, pour les auteurs, pour les coachs. Je vais à cet événement, et c'est un événement où il y a plein de gens qui font des conférences, et bien évidemment, à l'issue de ces conférences, ils vendent leur programme. Oui. Et ce jour-là, je suis à l'aéroport de Los Angeles, dans ce grand centre de conférences, et ce jour-là, je m'inscris à 2 programmes. 2 programmes qui vont me former au marketing, à la vente, à la prise de parole en public, qui vont me former au business en fait, parce que je me suis formée au coaching, mais après il faut mettre la casquette d'entrepreneur et il faut se former au business. Et donc là, je m'inscris à 2 programmes qui ont à eux deux une valeur de $8000. D'accord. Qui sont des sommes que je n'ai absolument pas dans mon compte en banque. Ouais. Et je suis terrifiée de rentrer chez moi. Et de dire à mon mari ce que j'ai fait, quoi. Donc je m'inscris dans des programmes dans lesquels je peux payer, c'est des paiements en 3 fois et je peux faire le premier paiement. D'accord. Voilà. Et je sais pas, là je me dis, j'ai écouté ce qui résonne, mais est-ce que j'ai écouté ce qui résonne ou est-ce que je me suis fait arnaquer? Oui, il y a ce moment de doute où tu étais un peu de flottement, quoi. Oui. Exactement. Et puis non, alors faut savoir que je me suis inscrite à ces programmes, j'ai pas raconté, mais je me suis inscrite à ces programmes et l'année d'avant, j'ai galéré à me faire connaître. L'année d'avant, justement, je plafonne. Je suis à 1000, 1500. Quand j'explique aux gens ce que je fais, en fait, j'ai fait le tour, ça y est, tous les gens de mon réseau, de ton réseau, direct, j'ai fait le tour. Ceux qui devaient m'engager, ils m'ont déjà engagé, et les autres, ils en ont marre de m'entendre pitcher mon truc, quoi. Et quand j'essaye d'élargir et de faire connaître ce que je fais à d'autres, j'ai l'impression que tout le monde me dit good for you, it's amazing. Mais personne n'engage mes services, quoi. Ouais. Donc je me dis, ils sont gentils les Américains à me soutenir, mais le vrai moyen de me soutenir, c'est de me donner leur carte de crédit. Bien sûr. Et donc, quand je décide de franchir ce pas, c'est vraiment parce que je me dis, il n'est pas question de refaire une année pareille. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne aussi dans mes livres et dans mes programmes. C'est quand on veut changer, quand on veut faire n'importe quel changement dans notre vie, il faut mesurer. Enfin, la première chose à faire, c'est d'être conscient de combien ça nous coûte de ne rien faire. Complètement. Quel est le coût
de ne rien changer. Ouais, c'est très juste. Et c'est quand on prend conscience de ce coût de ne rien changer qu'on arrive à tout d'un coup déployer quelque chose, mobiliser toute notre énergie et toutes nos ressources pour ce changement. Ouais. Oui, c'est hyper juste. En fait, c'est voir le prix qu'on paye, essayer de le factualiser. Et j'imagine que c'est ce que tu fais dans tes coachings. Le prix qu'on paye à ne pas oser, à ne pas essayer, versus le prix soi-disant qu'on va payer si on essaye quelque chose qui marche pas. On a toujours cette tendance, et encore plus, je crois, en France, à voir ce qui peut être compliqué, ce qui peut être raté, ce qui est potentiellement impossible, plutôt que qu'est-ce qui peut se passer si en fait on fait rien, quoi. Oui. Et puis en France, on a aussi l'habitude beaucoup d'être pris en charge. On a beaucoup l'habitude que les choses soient financées par l'employeur, par l'État, par ceci, par cela. On a beaucoup l'habitude. On a quand même une culture qui se répand beaucoup sur plein d'autres domaines. On a l'habitude d'être pris en charge, et donc si c'est pas pris en charge, si c'est à nous de prendre en charge notre changement, notre transformation. Je parle d'un point de vue financier, mais pas que financier, en général. On n'a pas l'habitude de ça. Totalement. Donc là, il y a quelque chose qui est difficile à franchir. Et donc ce coup de ne pas changer, c'est la même chose qui m'a lancé dans le challenge J'arrête de râler. Quand j'ai décidé de faire ce challenge en 21 jours pour me sevrer de l'habitude de râler, c'est pareil. C'est parce qu'un soir, je me suis couchée et je me suis dit, mais Christine, un jour tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Ouais. Je me suis dit, oui, t'as des enfants en bas âge, oui, la maison est en bas âge, oui, ton frigo est vide, oui, t'as plein de raisons de râler, mais en même temps, t'es en train de te pourrir la vie. Et donc, c'est à ce moment-là, j'ai mesuré le coût, combien ça me coûtait ma vie de continuer à râler sur ma vie. Mais complètement. Et c'est là où tu as l'idée, Christine, d'écrire ce livre, du coup, J'arrête de râler? Oui, alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu et de reprendre où j'étais et d'accélérer. Donc, j'investis dans ces 2 formations qui me coûtent un bras. Et du coup, je suis obligée de changer. Et du coup, je suis obligée de voir beaucoup plus grand dans mes actions et de poser des actes à la hauteur de nos ambitions. Il faut savoir que c'est le 2e principe de mon livre Wake Up. Je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Et là, je dois récolter des clients avant le 2e paiement, en fait. Et avant le 3e paiement. Donc, avant même d'avoir fait la formation, je dois mettre en pratique tout ce que je sais et je suis obligée, j'ai créé un point de non-retour. D'accord ? Donc, je suis obligée de prendre mon business beaucoup plus au sérieux et d'appliquer plein de choses immédiatement, en fait, pour pouvoir payer. Donc, pour la petite histoire, j'ai réussi à payer et ces formations m'ont énormément aidée. Et aujourd'hui, j'ai aussi développé une formation qui s'appelle J'arrête de passer à côté de mon chiffre d'affaires, dans lequel je transmets à ceux qui sont intéressés les grands enseignements de business et d'entrepreneuriat que j'ai dû apprendre, qui m'ont appris à développer mon activité. Donc, je développe l'intégralité de ce business aux États-Unis. J'ai une prise de parole en public, j'ai un programme, j'ai un site internet. C'est des heures et des heures de travail, tout ça. Et puis un jour, je me retrouve 2 ans plus tard ou 1 an plus tard, je me souviens plus, dans une autre conférence à San Diego. Et là, on nous fait un exercice sur la vocation, sur le fameux Ikigai, sur la vocation, sur notre place dans le monde et quelle est notre mission de vie. Et là, ce qui émerge dans la salle, alors que la personne nous guide à travers cet exercice, ce qui émerge, c'est que ma mission de vie est en France. Et que ma mission de vie, c'est d'aider les Français, comment je disais, d'aider les Français à transformer, c'était en anglais, donc j'ai de traduire, transformer l'état d'esprit des Français. D'accord. Et là, déjà, je me dis, mais n'importe quoi, Christine, pour qui tu te prends? Enfin, je veux dire, c'est quelle prétention d'avoir une mission pareille. Mais en suivant l'exercice de la personne qui est dans la salle, c'est ça qui émerge. Et je suis hyper j'ai un conflit intérieur énorme. Parce que je me dis, mais Christine, attends, ton business est 100% américain. Enfin, il tourne. Enfin, tu gagnes des revenus. Mon mari m'avait déjà annoncé que lui, il voulait plus retourner travailler en France. Il s'éclatait dans la technologie. Il avait rebondi de la crise des dot-com, il avait monté sa boîte aussi, enfin bref. À ce moment-là, on avait tous les deux des visas, on avait changé de visa, on avait tous les deux le droit de travailler et tout ça. Et je me dis, mais si je dois aller en France, je vais perdre mon mariage, en fait, je vais divorcer, je vais tout perdre, faut tout recommencer. Enfin, ça me semblait n'importe quoi, ce truc de transformer l'état d'esprit des Français, mais vraiment, bon, il est gentil, l'autre, avec son exercice, là, mais ça marche pas pour moi, quoi, je peux juste pas, c'est juste pas possible. Sauf que, il y a quelque chose d'hyper aligné. Il y a quelque chose en moi, dans mon corps, qui est hyper aligné avec ce truc. Ouais. Alors que dans ma tête, ça ne fait aucun sens.
Sacré dilemme. Hein. Et juste ce que tu dis, je me permets juste de faire une parenthèse parce que je vais te laisser continuer, mais je sais qu'on a des auditrices, figure-toi, qui sont soit expatriées, en couple ou pas, mais qui vivent notamment certaines aux États-Unis. Donc je pense que tous les enjeux là que tu nous racontes et les dilemmes quelque part auxquels t'as été confrontée doivent d'une manière ou d'une autre leur parler, parce que c'est pas simple d'être en fait ce que t'as été au début, femme d'expat, et de chercher sa voie, de la trouver. Mais du coup là, tu vas nous raconter le dénouement, mais d'être un peu tiraillée. Donc là, t'avais ta raison, mais t'avais aussi ce qui te semblait aligné et juste par rapport à ce que tu voulais faire. Voilà. Et donc, j'avais cette mission qui était claire. Par contre, le comment la mettre en œuvre, mais alors là, c'était le néant le plus total. Ouais. Ça me semblait même n'importe quoi, impossible. Parce que je ne voulais pas rentrer vivre en France. Ok, sauf que dans cette fameuse conférence, on nous avait remis le livre de Edwin Gain, Les 7 lois spirituelles de la prospérité. Edwin Gain qui est devenu un de mes mentors, et je suis maintenant aussi Master Prosperity Teacher, parce que je suis allée me former auprès d'elle. Et dans ce livre, il y a un petit chapitre dans lequel elle parle de ne pas râler pendant 21 jours. Un tout petit chapitre. Et là, moi, je vois ce truc et je me dis, mais c'est génial ce truc. Je me dis, mais il faut que je le fasse. Et c'est la première graine qui se plante en moi il faudrait que j'arrête de râler un jour. D'accord. Mais à ce moment-là, où je me dis, il faut que je le fasse, je me dis, oh, c'est pas le moment, je déménage, je me trouve plein d'excuses pour ne pas le faire. D'accord? Bien évidemment. Et quelques mois plus tard, je me retrouve dans mon lit, après avoir couché mes enfants. Je raconte ça dans mon TEDx, des auditrices pourront écouter mon TEDx. Je mettrai tous les liens des livres là que tu mentionnes, de tes TED Talks, et puis évidemment de tes livres à toi. Voilà. Donc, quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, je me souviens plus exactement, je me retrouve dans mon lit, après avoir couché mes enfants, avoir cette impression d'avoir poussé une journée pourrie. Enfin, mes enfants sont couchés, enfin, je peux me détendre, sauf que je me dis, c'est un problème, ma chérie, parce que enfin, tu peux te détendre, mais il est 9h45. Donc, il est un peu tard pour profiter de ta journée, quand même, et je me retrouve un peu comme je fais le lien tout de suite, je me retrouve un peu comme ces salariés qui disent le lundi, vivement vendredi, quoi. Ouais. Moi, il est 10h du soir, et enfin, je suis bien, quoi. Ouais. Et je me dis, non, mais c'est quel gâchis, quoi. Quel gâchis. À l'échelle de mode, c'est marrant, je fais tout de suite la connexion que c'est la même chose, en fait. Et je me dis, quel gâchis. Et donc là, je me souviens, je me dis, faut que j'arrête de râler. Et donc là, je fais toute la connexion que c'est quand je râle que je me pourris la vie, c'est cette manière de résister ma vie, en fait, c'est quand je râle, en fait. C'est là que ça s'exprime. C'est là que ça se passe, c'est là que ça se joue. Parce que je me suis dit, c'est bien gentil de réaliser qu'il faut arrêter de résister ta vie, mais moi, j'étais coach et je savais qu'il me fallait un truc concret, quelque chose de concret que je puisse réellement faire demain matin quand je me lève. Pour changer ma vie, pour changer ça. Et donc là, je me suis dit, je vais mettre un bracelet à mon poignet, et à chaque fois que je râle, je vais changer le bracelet de côté. Et l'objectif, ça va être de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. Donc, je décide de me lancer ce challenge. Pour la petite histoire, j'ai pas commencé dès le lendemain, j'ai commencé quelques jours plus tard, mais c'est pas grave. Ouais. J'ai commencé le challenge, et j'ai décidé d'ouvrir un blog qui était en français. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert le blog en français? Je ne sais pas. Parce que je voulais partager avec mes frères et sœurs, avec ma famille. Je voulais être en lien avec la France. Et il y a une part de moi qui disait peut-être que ça va intéresser des gens en France. Je lance ce blog. Mon frère avait un blog à l'époque qui s'appelait Quotidien Durable. C'était la mode des blogs. Alors moi, je lance un blog. Et j'ai pas le temps d'écrire parce que mes enfants sont trop petits. Et en plus, j'ai un peu perdu mon français. Je sais plus très bien écrire en français. Donc, je fais des vidéos tous les soirs. Quand mes enfants sont couchés, je fais des vidéos. Et tous les soirs, je raconte ce qui s'est passé dans mon challenge. Et donc là, on est en 2009. Et c'est les débuts de Facebook. Oui, tout à fait. C'est le moment où tout le monde se dit, bon, allez, d'accord, je vais ouvrir. J'y vais. C'est le moment où Facebook commence vraiment à décoller. Ça devient mainstream. Tout le monde a un compte Facebook. Mais on suit 100 personnes et quand on regarde notre mur, ça prend 10 minutes, quoi. Et c'est réglé, quoi. C'est pas infini. C'est pas ce truc infini, quoi. Et moi, à l'époque, donc, j'ai mon blog et j'ai créé un compte Facebook. Enfin, j'ai mon compte Facebook et je poste mes vidéos sur mon compte Facebook. Les vidéos de mon blog. Et en fait, ça part complètement viral sur les réseaux sociaux. Et au bout de quelques jours, j'ai RMC qui me contacte, Jean-Philippe Bourdin, l'émission Les 2 minutes pour convaincre le matin, à 7h du matin. Il m'appelle, il me dit, Christine, Vicky, on a vu votre blog, on voudrait que vous donniez le micro pour que vous ayez 2 minutes pour convaincre les Français d'arrêter de râler. Excellent. Attends, c'est Jean-Marc Bourdin, tu veux dire? C'est pas Jean-Philippe Bourdin? Non, Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc Bourdin sur RMC. Ouais. D'accord, ok. Sur RMC. Et voilà. Et donc là, tout d'un coup, je fais le lien, je me dis, mais en fait, c'est en train de se passer. Ouais. Je vais transformer. It's happening. It's happening. Et là, c'est dingue, quoi. C'est complètement dingue.
Et donc, voilà. Puis après, il y a eu Psychologie Magazine, Le Pèlerin, plusieurs Féminin Bio, plusieurs magazines qui font des interviews sur moi. C'est la mode des blogueurs, ils aiment bien ça. Donc, dans la colonne blog, ils parlent de moi. Et puis voilà, je suis repérée par Anne Guéquière, qui est la fondatrice de Féminin Bio et qui a aussi développé maintenant le podcast Métamorphose, que vous connaissez peut-être. Je suis repérée par Anne Guéquière, qui est en lien avec des éditeurs, qui me met en lien avec Erol. Erol accepte mon projet, on écrit d'écrire un livre. Et moi, j'ai jamais écrit de livre de ma vie. À ce moment-là, je commence par boire du champagne, et puis après, je commence à être terrifiée devant l'ordinateur, à me dire, mais qui es-tu pour oser prétendre que tu peux écrire un livre? Syndrome de l'imposteur. Énorme syndrome de l'imposteur. J'écris ce livre. Il y a toute une histoire à raconter sur ce qui s'est passé pour écrire ce livre, mais on n'a pas le temps maintenant. Et j'en parle dans mon livre Wake Up avec le premier principe, j'ose être brillante. Et c'est pour ça que ce premier principe, c'est j'ose être brillante, parce que c'est l'histoire de comment j'ai dû oser écrire J'arrête de râler. Ouais. Et on pensait vendre 5000 exemplaires et on en a vendu plus de 300 000. Oh, incroyable, ouais, ça a été un vrai best-seller. Et en fait, tu vois, t'as eu l'intuition de l'écrire en français et t'as bien fait, parce que c'est... Voilà, je pense que ça correspond il a été traduit dans toutes les langues possibles et inimaginables. Il existe en anglais aussi maintenant. Il a été traduit en grec, en allemand, en italien, enfin toutes les quinzaines de langues. Donc là, comme on dit... Après, j'ai écrit parce que j'ai pas écrit que 2 livres. Après, j'ai écrit J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. J'arrête de râler au boulot. J'ai écrit un carnet d'exercices qui n'existe plus, mais maintenant on a combiné J'arrête de râler et le carnet d'exercices dans J'arrête de râler l'intégrale. Et j'ai écrit Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Ouais, donc ça a été là, j'imagine que 300 000 exemplaires, ça a été game changer, comme on dit pour le coup. Complètement game changer. Je me suis retrouvée, j'étais inconnue au bataillon et je me suis retrouvée parmi les grands noms du développement personnel. Je suis passée sur tous les médias possibles et inimaginables, tous les magazines, que ce soit Le Monde, Marie-Claire, Marie-France, Challenge, tous les magazines ont écrit sur ce livre. Je suis passée à la télé, TF1, M6, France 2. J'ai eu France Inter, Europe 1, RTL. Je voudrais te poser une question. Alors, je pense qu'effectivement, j'ai tellement de questions à te poser sur tout ce que tu évoques et même faire des retours en arrière que si t'es d'accord, et puis si t'es pas d'accord, je le couperai au montage. Mais si t'es d'accord, on fera peut-être une deuxième version d'épisode ensemble. Parce que les sujets dont tu parles, je sais, passionnent les auditrices et je les invite à aller vers tes ressources déjà, parce que forcément elles en apprendront beaucoup. Et oui, et ça recoupe évidemment, c'est au carrefour de plein de sujets. Mais je voudrais quand même te poser par rapport à tout ce que tu as développé deux questions qui sont importantes. J'arrête de râler, donc on voit bien ce à quoi ça fait référence, même s'il faut lire les différents livres, le principal et puis les déclinaisons qui sont hyper à propos. Comment est-ce que on parle, tu sais, beaucoup en ce moment, ces dernières années, de gestion des émotions. Il y a même des formations de gestion des émotions. Moi, ce mot m'a toujours gênée, de gestion des émotions, comme si c'était des trucs que tu devais mettre dans des lignes, dans tableur Excel. Alors qu'on parle quand même d'émotions. Enfin, les émotions, moi, je trouve que ça nous traverse plus qu'autre chose. Mais ma question pour toi qui est coach et qui a justement écrit ce livre J'arrête de râler, comment est-ce que toi tu traites les émotions négatives, comme on en a tous et toutes, mais lorsqu'elles arrivent, comment tu les gères, mais comment tu les traites? Alors là, le plus gros malentendu sur J'arrête de râler, c'est de croire qu'il faut mettre des lunettes roses et qu'il faut prétendre que tout va bien, alors qu'en fait on est confronté à une multitude d'irritants au quotidien. Donc le plus gros malentendu, c'est de croire que c'est une injonction à mettre des lunettes roses et à vivre au pays des bisounours. Absolument pas. Déjà, le grand message de J'arrête de râler, c'est que la manière dont on réagit à ces irritants en râlant, d'accord, la manière dont on réagit à ces irritants, on a l'impression quand on râle qu'on est en train d'être dans notre pouvoir. Je râle et comme ça l'autre va comprendre, comme ça l'autre va savoir, comme ça, ou alors je râle comme ça va me permettre d'exprimer, de lâcher, de me soulager. Donc on a l'impression qu'on est en train de faire quelque chose qui va nous aider à ce que ça aille mieux. Oui. D'accord. Et ce que J'arrête de râler dénonce, et nous met en face, en fait, c'est qu'en fait, pas du tout. Râler nous punit. En fait, râler ne marche pas. Ne nous soulage pas. Ça nous soulage un peu,
mais pas. Il y a des moyens bien mieux pour se soulager. Il y a plein d'autres moyens qui vont vraiment nous faire beaucoup plus de bien si on veut se soulager, d'accord ? Et en plus, râler ne nous permet pas d'être entendu. On pense que l'autre va se rapprocher de notre problème, il va venir nous aider, nous soutenir ou faire quelque chose de différent pour que le problème se reproduise pas demain. Or, en fait, c'est l'opposé. L'autre n'a qu'une seule envie, c'est de nous attaquer ou de nous fuir. Oui. Donc, ça ne marche pas. Donc, c'est ça que J'arrête de râler dénonce. C'est J'arrête de râler dit, oui, il y a des irritants au quotidien. Apprenons à les gérer, à gérer, à nous positionner face à ces irritants autrement, d'une manière qui va vraiment nous permettre d'améliorer notre vie. Ouais. D'accord, donc ça c'est le premier plus gros malentendu par rapport à tout ça. Donc j'aime beaucoup ce que tu expliques en disant une émotion, c'est pas quelque chose qu'on gère, c'est quelque chose qui nous traverse. Et je crois que c'est là qu'est la source du problème, c'est qu'on n'a pas appris à être traversé par nos émotions. Ouais. On n'a pas appris, on ne sait pas faire. Donc, quand il y a une émotion qu'on ne va même pas appeler négative, mais j'ai envie de dire une émotion plus désagréable qui arrive, une émotion qui est plus difficile à vivre, l'émotion de la joie, elle est relativement, c'est plus facile de s'ouvrir à la joie. Par contre, s'ouvrir à la colère, s'ouvrir au désarroi, s'ouvrir à la déception, c'est plus difficile. D'accord, c'est moins agréable. Oui. Voilà, c'est surtout ça, c'est moins agréable. Donc, quand on a une émotion qui n'est pas très agréable qui arrive, comme on ne sait pas quoi en faire, donc ça arrive, ça commence à picoter, à gratter, et on ne sait pas quoi en faire, et ben en fait, on la balance sur quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on fait quand on râle. C'est vrai. On la balance, c'est un peu comme une lance à incendie. Faut qu'on trouve un coupable, c'est la faute à qui ? Parce qu'on ne sait pas se laisser traverser par cette émotion. D'accord ? Et moi, je crois qu'il y a quelque chose... Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se coupe de notre humanité. Quand on se laisse traverser par nos émotions, on rentre en lien avec notre humanité. Et on rentre en lien avec toute une intelligence qui est l'intelligence émotionnelle. Oui, totalement. D'accord ? Dont on se prive quand on balance notre mal-être sur l'autre, en fait. D'accord ? Donc, se laisser traverser, c'est pour ça que j'ai un groupe Facebook qui s'appelle J'ai le Power, dans lequel on réfléchit ensemble à des rituels et des pratiques quotidiennes pour élever son niveau de vibration. Et il y a quelques mois, j'ai lancé un challenge, ça s'appelait le 21 jours pour danser ses émotions. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on avait créé 3 playlists. Une playlist avec des chansons hyper joyeuses, qu'on la patate, sur la joie, le bonheur, les possibles. On avait créé une playlist qui était beaucoup plus lente sur la fatigue, la tristesse, le désarroi. Et une autre playlist qui était aussi assez dynamique, mais un peu dark, sur la colère, je sais plus, les limitations, enfin, tout ce des trucs beaucoup plus violent en fait. Donc il y avait ces 3 énergies. L'énergie de la joie, très lumineuse, l'énergie de la fatigue, du désarroi, très lente et très calme, et l'énergie de la colère, beaucoup plus violente. Et on invitait, tous ensemble, on cherchait, quand on sentait une émotion, tous les jours ou en fin de journée, de se dire, tiens, quelles sont les émotions que j'ai pas laissé me traverser en fait. Je me suis pas laissé traverser par ces émotions parce que sur le moment, j'ai pas réussi. Et donc là, je vais reconnecter avec cette émotion et je vais le danser. Ouais, j'aime bien cette idée parce qu'en plus, tu fais appel aux différents sens. Et quelque part se laisser traverser, moi je trouve que c'est beaucoup en lien avec vivre dans ce deuxième cerveau qui est le corps, et ça permet en fait de se connecter mais à autre chose que son mental et à une communication un peu passive-agressive ou même violente selon certaines personnes qui doivent, comme tu le disais très bien, se décharger sur les autres quoi, ou alors intérioriser parce elles ont pas cette nature à se décharger sur les autres, mais du coup qui se font aussi du mal intérieurement parce qu'elles l'expriment pas. Et ce qui se passe en fait quand on se laisse traverser par nos émotions, c'est qu'en fait on fait un retour à nous. En fait, le réflexe, l'automatisme, il est de mettre notre attention à l'extérieur de nous. C'est la faute à qui ? Pointer du doigt le coupable. En tout cas, c'est le réflexe, c'est d'aller balancer à l'extérieur et trouver un coupable. Là, c'est l'inverse. On va à l'intérieur et on vit l'émotion. On se laisse, on n'a pas peur de l'émotion. On se dit, ok, t'as peur, vivons la peur. Ouais. T'es en colère, ok, vis ta colère. Vas-y. Sens ta colère et ressens la colère traverser ton corps. Ouais. D'accord ? Et là, donc là, c'est vraiment un retour à soi. Et c'est un retour à soi où souvent on a peur, en fait. Je sais pas pourquoi on a si peur de nos émotions, en fait. Et en fait, le moment où nos émotions sont les plus dangereuses, c'est quand on les balance sur les autres. Parce que si je balance mon émotion sur l'autre, je sais pas comment l'autre va réagir. Il peut m'attaquer, c'est ça qui est très dangereux. Ou ça peut faire du mal. Et du coup, je peux avoir un problème relationnel avec la personne à qui j'ai balancé mon émotion. Donc je trouve que
nos émotions, on ne devrait pas avoir peur d'elles quand on les laisse nous traverser. Ouais, totalement. D'accord. Et donc, quand on laisse traverser nos émotions, on fait un retour à nous. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que derrière nos émotions, en fait, il y a des besoins. Et en fait, si on vit cette émotion de manière si violente ou si difficile, c'est parce que ça fait longtemps qu'on a ignoré ces besoins. Ça fait longtemps qu'on a toléré des choses qui, dans le fond, ne nous conviennent pas. Ouais. Oui. Ça fait longtemps qu'on a accepté que nos besoins ne soient pas satisfaits. Et donc là, la goutte, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Là, on n'en peut plus. Et donc là, on ressent cette colère, on ressent ce désarroi. Là, on n'en peut plus. On a cette émotion forte qui arrive. Ouais, et si on arrive à faire ce chemin en se disant à quel besoin mon émotion correspond, c'est aussi tout l'aspect communication positive. Et en fait, ça fait avancer sur la connaissance de soi puisqu'on met le doigt sur nos besoins. Donc c'est des sujets passionnants, mais je te dis, dont j'aimerais bien qu'on puisse reparler sur un deuxième épisode de ça et puis d'autres choses. La dernière question que je voulais te poser, parce que tu vois, je t'avais dit, le temps file, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle de ces sujets qui sont passionnants. Moi, ce que je voulais te demander pour terminer cet épisode, Christine, c'est, tu as dit tout à l'heure, moi j'ai été ambitieuse, je suis une femme ambitieuse. Ce podcast, il traite aussi d'ambition. Toi, en plus, tu invites de par ton podcast, dont je mettrai dans les notes aussi de l'épisode, mais dans aussi tes écrits et tes actions, t'invites les femmes à briller. Pour moi, il y a un lien, mais je voulais avoir ta perception de l'ambition. Qu'est-ce que c'est que pour toi l'ambition, et qui plus est l'ambition notamment des femmes? Moi, je crois que l'ambition est quelque chose de formidable parce que c'est un espace où on peut activer nos talents, activer nos forces. Et c'est aussi un espace où on peut mettre nos talents et mettre nos forces au service des autres, au service de nos clients, au service de la société, au service de notre entreprise. On parlait tout à l'heure de l'ikigai, de la mission de vie, vivre sa vie comme une mission de vie. Moi, je crois que ce qui permet vraiment à être épanoui dans la vie, qu'est-ce que c'est que l'épanouissement? En anglais, on utilise le mot fulfillment pour épanouissement. On peut avoir l'illusion qu'on sera fulfilled quand on aura rempli nos placards de fringues, de gadgets, de trucs, ou qu'on sera fulfilled quand on aura mangé une part de gâteau. Il y a aussi beaucoup notamment de femmes qui sentent un vide intérieur et qui du coup ont une relation conflictuelle avec la nourriture. Bien sûr. Parce qu'on cherche il y a ce côté, je suis pas full, quoi. Je suis pas full, je suis pas remplie. Donc ça, pour moi, c'est lié à l'épanouissement. Et quand on sent ce vide intérieur, c'est souvent parce qu'on n'est pas épanoui. Et ce qui va nous permettre de nous épanouir, donc c'est pas de nous remplir de choses extérieures, c'est au contraire, pour moi, il y a 3 choses qui vont nous permettre énormément de nous épanouir. La première chose, c'est l'amour. C'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je vis de l'amour dans ma vie? Est-ce qu'il y a moyen pour moi aujourd'hui d'aimer plus les personnes que j'ai autour de moi, mais aussi de recevoir l'amour? Souvent, beaucoup de femmes arrivent à donner de l'amour, mais n'arrivent pas à le recevoir. D'accord, donc ça c'est une chose qui est intéressante, qui n'est pas forcément liée à l'ambition, mais quoi que ça peut être très intéressant de se dire et si j'intégrais l'amour dans mes ambitions, d'accord, et si je cherchais à ce que tout ce que je fais soit porteur d'amour. Je pense que ça peut vraiment donner des ailes à nos ambitions, justement. La deuxième chose, c'est l'expression de moi. Ce qui va me rendre fulfilled, c'est le fait que je sens que j'exprime ce que je suis, et non pas je suis en train de passer ma vie à chercher à être conforme à ce que je pense qu'on attend de moi. J'ose être moi-même. Et donc, je connais mes forces, je connais mes talents, et je sais aussi que je suis imparfaite, je connais aussi mes faiblesses, mais plutôt que de me fouetter et de constamment me juger par rapport à ce que je ne sais pas faire, ou au lieu aussi de plutôt passer ma vie à chercher à essayer de m'améliorer sur des choses que je fais pas bien, et qui sont en général des choses que je n'aime pas faire, je vais plutôt chercher à m'améliorer sur les choses que je fais déjà très bien et les faire encore plus et faire en sorte qu'on attende de moi que je les fasse encore plus dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment l'expression de soi. C'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est la contribution. Et c'est de se dire, est-ce que je peux mettre ce que je suis au service des autres, et que en fait ma réussite, mon ambition ne soit pas juste de briller pour pouvoir être en couverture des magazines ou de briller pour pouvoir remplir mon compte bancaire, bien que j'ai rien contre le fait d'être en couverture des magazines et d'avoir un compte bancaire qui se remplit bien. Ça n'est pas du tout contradictoire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent en France, qu'on est quelqu'un de bien quand notre compte bancaire est vide. Donc je suis pas forcément d'accord avec ça. Et donc là, c'est l'idée de se dire comment est-ce que je peux briller, mettre mon amour et mettre mes talents et mettre mes forces au service de quelque chose qui est plus grand que moi.
Et donc là, il y a vraiment cette notion de vivre sa vie comme une vocation et de chercher à vraiment identifier à travers mon travail, à travers quand je mobilise mon énergie et mes talents et mes forces pour essayer de créer quelque chose, de créer de la valeur pour mon employeur, pour mes clients, pour ma vie. Est-ce que je peux aussi connecter ça à quelque chose de plus grand que moi ? Non, mais tout ce que tu dis me parle énormément, l'ensemble des points, mais le fait qu'effectivement, au lieu de parler sans cesse d'axes d'amélioration, le plus court chemin, c'est effectivement de capitaliser sur déjà ce qu'on fait bien et d'accélérer là-dessus, plutôt que d'essayer d'être un peu moyen partout. Et puis ton dernier point, voilà, moi ça me parle d'autant plus, être ambitieux, c'est pas quelque chose, et ambitieuse d'autant plus, c'est pas du tout lié à de l'égocentrisme, c'est exactement ce que tu dis, mettre ses talents aussi à disposition des autres et faire savoir ce qu'on peut et ce qu'on sait bien faire. Et ça va dans le sens comme tu disais, de la contribution. Écoute, merci beaucoup Christine pour tous ces éclairages. Déjà, je trouve que ton parcours, il en ressort quand même dans tout ce que tu décris, énormément de détermination quand même, d'avoir de s'être obstiné mais de manière intelligente, en étant à l'écoute de tes ressentis, de pas minimiser non plus les obstacles et les enjeux que tu as eu sur ta route et les clés que tu as données et qu'on va retrouver dans tes podcasts, dans tes ouvrages et aussi dans le TED Talk que je vais partager, et j'espère qu'on aura, je te disais, l'occasion d'en reparler. Tu m'as dit que tu étais d'accord, donc voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, on va prévoir avec Christine un prochain épisode pour reparler de ces sujets, parce que y a plein d'autres questions qui je pense sont très pertinentes et sur lesquelles tu pourrais avoir pas mal de contributions justement. Donc merci de m'avoir donné 1 heure de ton temps pour partager. Merci à toi Laura de m'avoir invitée pour que je puisse partager. Avec grand plaisir. À bientôt Christine. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode et que vous aimez bien quand je vous partage mon parcours et mon chemin, alors je vous invite à aller écouter l'épisode 100 intitulé « Oser s'émanciper ». Je vous invite aussi, si vous avez envie de découvrir Laura et de plonger un petit peu plus profondément dans les sujets qui la passionnent, d'écouter l'épisode 102 intitulé « Vers un féminisme éclairé et non radical ». Bonne écoute! Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.